Le petit déjeuner politique ce matin, c'est Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Bonjour Frédérique Vidal. Bonjour. Beaucoup d'interrogations sur les examens et le monde étudiant en plein doute, évidemment, depuis un an. La question d'actualité, d'abord, concerne les BTS. Les épreuves ont démarré, malgré la contestation de certains et de familles aussi. Pourquoi avoir maintenu les examens après une année à distance, Frédérique Vidal ? D'abord, je crois que ce qui est important, c'est de dire que les examens, effectivement, se sont bien passés et que l'immense majorité des jeunes en BTS étaient dans les lycées qui n'ont pas été fermés, là encore, dans leur immense majorité cette année. Alors c'est vrai qu'il y avait des difficultés pour certains de ces jeunes, et c'est pour ça qu'avec Jean-Michel Blanquer, nous avons décidé de faire cette session exceptionnelle de rattrapage pour permettre à tous ceux qui soit n'ont pas pu se rendre aux examens, soit ont échoué à leurs examens, et bien d'avoir cette deuxième chance. Oui. Alors, est-ce qu'il y a, vous pouvez nous préciser les choses aussi sur les modalités justement pour l'obtention du diplôme avant le rattrapage. Est-ce qu'il va y avoir une prise en compte du contrôle continu ? Quelles seront les meilleures notes retenues, celles de l'année ou aux épreuves là ? Alors, la note finale, elle se construit d'une part sur ce qu'on appelle le contrôle continu, c'est-à-dire les notes qui ont été obtenues au cours de l'année, lorsque les jeunes en ont, puisque on a vu l'année dernière que plus de 11 000 jeunes n'avaient pas de livret scolaire, puisque les BTS peuvent aussi se suivre, par exemple, au travers du CNED, donc tout le monde n'a pas de livret scolaire. Lorsqu'il y en a, ces notes sont prises en compte, la note de stage et puis la note des examens terminaux. Donc c'est une compensation entre plusieurs notes qui donnent la note finale. Mais il y a des modalités très claires que vous avez fait passer au jury, alors pour qu'ils sachent comment tenir compte, quels critères, comment ? Parce que dit comme ça, on se dit bah oui, mais comment ils vont faire ? Comment ils vont déterminer les notes ? C'est comme ça chaque année. Vous savez, il y a 185 000 candidats chaque année au BTS. Il y en a à peu près 10 à 12 000 qui n'ont pas de livret scolaire. Les autres en ont. Et donc, à chaque fois, les jurys moyennent, soit avec les notes de contrôle continu, soit lorsqu'il n'y a pas de contrôle continu, uniquement entre les notes de stage, les appréciations des enseignants, et puis les examens terminaux. C'est pour ça que ces examens sont très importants. C'est parce qu'ils permettent finalement d'assurer la valeur nationale du diplôme de BTS. Oui, c'est pour ça que vous avez voulu le maintenir, coûte que coûte, quoi, en quelque sorte. C'était très important. L'année dernière, nous étions dans une situation très particulière où tout était fermé, les lycées étaient fermés, les écoles étaient fermées, et donc c'était pas possible de maintenir ces épreuves. Cette année, c'est possible. Néanmoins, comme la situation n'a pas été simple pour tout le monde cette année, eh bien, il y a cette épreuve supplémentaire qui se tiendra tout de suite après les résultats, si je puis dire, de manière à ce que... Le rattrapage, là vous parlez du rattrapage. Absolument. Alors quand est-ce qu'il va avoir lieu ? Alors, il va avoir lieu à chaque fois dans les étudiants seront reconvoqués dans les 8 jours qui suivent les résultats. Oui. Les résultats qui sont prévus pour quand ? Ouais, c'est très variable parce que là on a effectivement les épreuves communes, mais après il y a des épreuves spécifiques de chacune des dizaines de spécialités de BTS. Donc chacun aura une convocation lorsqu'il aura échoué dans les 8 jours qui suivent les résultats. Il y a des préparations qui sont prévues, notamment dans les lycées, pour préparer les étudiants à ces oraux. Ce sera de l'oral. Oui. Évidemment, lorsqu'il y aura un livret scolaire, on prendra en compte les notes du livret scolaire, et ça permettra d'avoir sur une épreuve orale dans la partie générale des BTS et une épreuve orale sur la partie spécifique de chaque BTS, eh bien d'accompagner au mieux chacun. Bon, cet oral de rattrapage, grosso modo, ce sera entre fin juin et mi-juillet, alors oui, à peu probablement, près. On est sur ces dates-là, oui. Est-ce qu'il y aura la possibilité, encore aussi pour ces étudiants BTS, dernière question peut-être, de poursuivre en fait leur stage jusqu'au mois de décembre, puisque pour certains ça a été un petit peu compliqué, quoi. Oui, absolument. En fait, il y a plusieurs mesures qui ont été prises pour faciliter les stages. D'abord, la possibilité de les fractionner. Ensuite, la possibilité de changer, c'est-à-dire de considérer que c'est un stage, même s'il y a plusieurs lieux de stage. Et enfin, la possibilité de les valider jusqu'au 31 décembre. Bon, qu'en est-il aussi des autres étudiants ? Parce qu'on a parlé des BTS, mais il y en a beaucoup d'autres, sur leurs examens en présentiel ou à distance. Où en est-on ? Alors là, en fait, c'est chaque établissement qui a voté ces modalités de contrôle des connaissances, et on a à peu près des retours qu'on a, la moitié des examens qui vont se dérouler en présentiel et l'autre moitié qui sera soit à distance, soit une remise de rapport, soit une évaluation sur la base du contrôle continu. Donc là aussi, un mélange de notes.
Ouais. Et sur le déconfinement, alors, parce qu'il y a quelques jours, vous avez autorisé des étudiants à revenir. Là, il y a la date en fait du 19 mai. Déjà, est-ce que ça sert à quelque chose, sachant que l'année est finie, là, Frédérique Vidal, non? Alors l'année n'est pas finie partout. Elle est effectivement dans les universités. La majorité des universités vont démarrer là, leur session d'épreuves ou sont déjà en examen. C'est pas le cas dans les écoles. Les écoles poursuivent en général sur le mois de juin. Et puis surtout, ça permet aux universités d'organiser justement des sessions de préparation pour les sessions de rattrapage. Et là, c'était important qu'on puisse faire revenir les étudiants. Et puis, ça nous permet aussi... Avec des jauges particulières, voilà, toujours. Est-ce qu'elles vont évoluer, ces jauges-là? Un siège sur deux, on passera à 50% à partir du 19 mai de nouveau. Un siège sur deux, donc jauge de 50%, c'est ça. Des autotests également ou pas? Oui, on a commencé à livrer les autotests, ça fait 3 semaines maintenant que les établissements en reçoivent. Et justement, on va voir aussi comment on s'organise, ces autotests. Il y a 5 autotests qui sont distribués à chaque étudiant, à chaque personnel. S'ils en ont besoin de plus, ils peuvent revenir en chercher. Ils sont mis à disposition gratuitement. Et on va regarder aussi comment est-ce qu'on peut s'en servir au mieux pour la rentrée. Oui, il y a aussi beaucoup d'interrogations sur la réforme des études de santé. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation conséquente du nombre de places? Absolument, et donc on a pu l'annoncer. Pour la première fois depuis 50 ans, on aura plus de 10 000 jeunes qui continueront en 2e année de médecine. C'est presque 1500 de plus que l'année dernière. Ça représente quoi en pourcentage, quoi? C'est 14% d'augmentation. Ouais. Mais alors on dit qu'il y a des établissements où il y a beaucoup plus de places disponibles. C'est pas vrai, ça, ou pas? Alors ça, c'est j'allais dire, assez traditionnel. Tout le monde sait que il y a, même à l'époque où il y avait le numerus clausus, il y a des établissements où il y a un pourcentage de places supérieur par rapport au nombre d'étudiants inscrits. Ça dépend de l'attractivité des différentes facultés, ça dépend du bassin de recrutement. Mais est-ce qu'on peut pas, alors, justement, ouvrir un peu plus, quoi, alors, non? C'est exactement l'objectif de cette réforme, c'est que ce soit ouvert et qu'il y ait plus de places, notamment dans les endroits où il n'y a pas suffisamment de médecins formés. Oui. La rentrée, comment vous travaillez déjà dessus pour cette rentrée universitaire? Oui. Comment elle aura lieu? Alors pour le moment, on la prévoit et on la prépare à 100% en présentiel. Je crois que c'est très important et que les étudiants, comme les profs d'ailleurs, ont besoin de se retrouver sur une année la plus normale possible. Après, il y a des établissements qui, notamment sur les très gros amphithéâtres, réfléchissent à continuer éventuellement à utiliser une partie des étudiants présents, une autre partie des étudiants à distance. Mais ça va se régler, si je puis dire, établissement par établissement. Mais l'objectif, c'est rentrer 100% présentiel. Voilà. La sortie de crise aussi sur un plan psychologique pour les étudiants, Frédérique Vidal. Quel accompagnement est prévu dans l'immédiat? Alors, on continue bien sûr à les accompagner sur le plan psychologique. D'abord, il y a eu des recrutements de psychologues dans les établissements. Et puis surtout, on a mis en place une plateforme qui permet à chaque jeune, sur prescription médicale, parce que c'est important que ce soit dans un parcours de soins, d'avoir accès gratuitement à des séances de psychologues. On a à peu près 3000 jeunes qui utilisent cette plateforme chaque semaine. Oui, il y a eu, on a parlé de certains suicides. Est-ce que vous avez établi un bilan, malheureusement, effectivement, autour de ça? Alors évidemment, c'est très compliqué parce qu'il y a des raisons extrêmement intimes et diverses au suicide. On avait fait ce bilan à la fin de l'année 2020 sur le premier semestre de l'année 2020-2021. Il n'y a pas d'explosion du nombre de suicides, mais chaque suicide est un drame de toutes les façons. Oui, à partir depuis hier, il y a la possibilité pour les jeunes de plus de 18 ans de se faire vacciner, à condition qu'il y ait des doses. Vous encouragez les jeunes à se faire vacciner. Est-ce qu'ils devront présenter un pass sanitaire quelconque pour aller à l'université à la rentrée, justement? Non, c'est pas prévu qu'il y ait une obligation de pass sanitaire pour les enseignements. Mais évidemment, plus les étudiants et les personnels des établissements seront vaccinés, plus on sera tranquille par rapport à la rentrée. Mais plus la population générale sera vaccinée, plus on sera tranquille par rapport à la rentrée. Donc on a déjà, évidemment, en prioritaire, les chercheurs et les enseignants-chercheurs qui travaillent dans les labos Covid. Normalement, ils sont vaccinés puisqu'ils étaient sur la liste des personnels prioritaires. Et puis, dans les centres de santé universitaires, on a la possibilité aussi de se faire vacciner. Oui. Frédérique Vidal, vous avez réclamé des sanctions pour les étudiants de l'IEP de Grenoble qui ont diffamé des professeurs dans l'affaire des affiches en vous appuyant sur les conclusions d'un rapport que vous aviez commandé. Où en est-on aujourd'hui? Quelles sanctions?
Alors c'est effectivement ce que préconise le rapport de l'inspection générale, et c'est ce que j'ai demandé à l'IEP de Grenoble de mettre en œuvre. Il y a déjà 2 articles 40 qui ont été faits, hein, donc 2 signalements au procureur. Là, on est sur la partie à la fois affichage et puis sur la partie harcèlement sur les réseaux sociaux. Et puis, de façon générale, c'est à la direction de l'IEP maintenant de regarder en termes de sanctions disciplinaires, puisque apparemment, de ce que dit le rapport, il y a matière. Oui, il y a eu cette affaire de la candidate LREM voilée hier. Stanislas Guerini, elle lui a retiré l'investiture. La loi ne l'interdit pas. Quelle est votre position ? Non, absolument. Et ça a été rappelé. C'est pas la loi qui l'interdit. C'est une position politique de dire que lorsque l'on représente un parti politique, eh bien, on demande à ce que les candidats aient une neutralité par rapport à leur religion. Ils sont là pour représenter énormément de personnes, et donc on considère que c'est normal qu'ils Mais ce n'est pas discriminant pour des personnes qui veulent se présenter quand même à faire de la politique, même... On peut évidemment se présenter pour faire de la politique, mais en respectant cette règle de la neutralité, qui une fois de plus n'est pas du tout une règle de droit. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que cette jeune femme, sous le voile, il y a une personne, quoi. Et ça a été, je pense, extrêmement violent pour elle. Et ça, c'est vraiment regrettable. On ne doit pas attaquer les gens pour ce qu'ils sont, ça me paraît compliqué. Cette personne, quoi. Oui, bien sûr. Mais quand elle l'a fait en posant, elle le savait, non ? Probablement. Je ne sais pas, j'ai pas discuté avec elle. Je ne savais pas si elle le savait ou si elle imaginait à quel point ça pouvait être violent. Mais en tout cas, les règles sont très claires. Ouais. Neutralité sur tout le port d'un signe religieux. Bon, les régionales, vous avez été un temps pressenti pour mener la liste La République En Marche justement en PACA. Finalement, c'était Sophie Cluzel. Il y a eu cette tambouille depuis 10 jours en région PACA. Est-ce que le résultat, un sondage IFOP ce matin qui donne Thierry Mariani du RN vainqueur dans tous les cas de figure, est-ce qu'il faut un accord dès le premier tour entre Renaud Muselier et La République En Marche ? Moi, je pense que ce qu'il y a eu, surtout, c'est une tambouille nationale à propos de cette région. C'est une région, évidemment, que je connais très très bien. Hein. J'y ai vécu jusqu'en 2017, à laquelle je suis très attachée. Je me rappelle très très bien des dernières élections régionales et du traumatisme que j'ai ressenti en voyant arriver... le Front National en tête au premier tour. Je crois que cette région, elle est magnifique, elle a besoin d'un projet, et elle a besoin que tous ceux qui ont envie que cette région réussisse, que cette région continue à avancer. Oui, mais c'est qu'il y a un problème, s'il y a cette volonté d'aller au Rassemblement National, quoi, aussi, non ? C'est du mécontentement, mais... C'est, je crois, là encore, un combat qu'il faut mener, et un combat, ça se mène avec un projet, et il faut connaître cette région pour pouvoir en parler. Les choses ne doivent pas se décider ailleurs que dans la région, avec les gens qui ont envie de s'engager, les énergies, les volontés. Oui. Allez, dernière question avec Cécile Ménibus. Oui, vous êtes aussi ministre de la Recherche, le pays de Pasteur. Aujourd'hui, pas de vaccin français. Est-ce que c'est un échec pour justement pour la recherche française ? Non, je pense qu'il faut là aussi rester raisonnable. D'abord, la recherche est internationale. Ça veut dire que je peux vous dire, par exemple, que les vaccins ARN sont possibles parce qu'un jour, un chercheur a découvert l'existence des ARN. Et ça, c'était en l'occurrence un chercheur français et un prix Nobel. Donc, la recherche est internationale. Ensuite, la capacité à développer de l'innovation, la capacité à porter jusqu'à l'industrie de la recherche, ça, c'est effectivement une chose dans laquelle nous avons encore des difficultés, et la loi pour la recherche que j'ai portée l'an dernier, c'est quelque chose qui va faciliter cela. Vous voyez, c'était par exemple... Mais qu'est-ce qui pêche en fait ? C'est quoi le problème ? C'était un certain nombre de règles, et d'abord une absence, j'allais dire, de fonds d'investissement, parce qu'évidemment, quand on passe au développement, ça coûte extrêmement cher, et donc il faut qu'il y ait des gens qui soient capables d'investir. Et puis c'est aussi, j'allais dire, une méconnaissance entre le monde académique et le monde industriel, et le fait qu'on n'a pas de passeur entre ces deux mondes. Et donc il n'était pas
permis, par exemple, d'être à la fois dans un laboratoire académique et de collaborer à la recherche et développement pour une entreprise. Ce sera des choses qui seront possibles maintenant grâce à la loi pour la recherche. Merci Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio. Merci. Et dans un instant, le journal de 8h. À tout de suite.